Souhaiterais-tu prendre ta retraite avant l'heure? Souhaiterais-tu également reprendre le contrôle de ton temps, de ton argent et de ta vie pour devenir libre financièrement? Alors c'est exactement ce que nous allons voir aujourd'hui dans le 39e épisode des Résumés du succès. On va résumer ensemble la retraite à 40 ans, le livre de Victor Lorat, et on va découvrir ensemble les étapes précises pour construire ton indépendance financière. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans les Résumés du succès. Aujourd'hui, dans cet épisode numéro 38, un livre qui parle de prendre sa retraite avant l'heure, à 40 ans, et de ne plus avoir à attendre nos 65 ans ou plus afin d'en profiter. C'est pour ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui du livre de Victor Lorat, publié en 2021. Il est très récent. C'est un livre de développement personnel, davantage axé sur la finance que sur la mentalité pour devenir millionnaire. Mais on va aussi parler de mentalité quand même dans ce livre, dans ce résumé, parce que ce livre nous invite à examiner notre propre vie, à découvrir quelle vie on veut vraiment vivre, et comment y arriver, et surtout à quel prix. Avant de commencer, je souhaiterais parler un peu de l'auteur, car au final, dans ce livre, il raconte sa propre expérience de comment lui, il est arrivé à devenir financièrement libre avant l'âge de 40 ans. Alors Victor Lorat, c'est un auteur et coach français, éditeur du blog devenirfrugaliste.com. C'est aussi un youtubeur, podcasteur spécialisé en liberté financière et indépendance économique. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder sa chaîne YouTube, sur lequel il y a de nombreux podcasts qui sont pas très connus, il me semble, ou encore aller regarder et jeter un œil sur son blog qui est super intéressant si vous voulez aller plus loin. Donc Victor, à 22 ans, il rêvait de devenir millionnaire à 26 ans. C'est plutôt ambitieux comme projet, mais ce projet l'a guidé dans cette première démarche. Mais au début, il voit bien que c'est plus difficile qu'il ne le pense. Il s'intéresse alors aussitôt à l'investissement, à l'immobilier, à la bourse, pour créer des revenus passifs. Puisqu'il voit que les millionnaires y arrivent, pourquoi pas lui ? Et Victor Lorat s'inspire des méthodes du mouvement FIRE, Financial Independence Retire Early. C'est un mouvement populaire aux États-Unis pour structurer ses stratégies financières. Il écrit pour rendre la liberté financière accessible à tous, même aux personnes débutantes. Alors ce livre, je l'ai lu il y a quelques années déjà et je me suis lancé du coup, moi et ma femme, dans ce sens pour commencer à investir, que ce soit dans la bourse, dans l'immobilier, pour créer des revenus passifs. Et son approche à Victor, il combine à la fois la discipline, la planification et le développement personnel. Et dans ce livre, il va insister sur l'importance de vivre en dessous de ses moyens et d'investir intelligemment. Et même, il va plus loin. Il nous donne sa vision des choses, puisqu'il dit qu'on doit vivre comme un minimaliste et même frugaliste, pour protéger la nature, l'environnement et éviter la surconsommation. Et même pour lui, vivre avec moins, c'est vivre mieux. Et son livre La retraite à 40 ans propose une méthode en étapes claires et précises pour atteindre la vie que l'on rêve vraiment de vivre. Et Victor Lorat, il va mettre l'accent ici également sur l'entrepreneuriat et la création d'un side business comme levier de revenus passifs. Aujourd'hui, il est reconnu pour sa capacité à synthétiser des concepts financiers complexes, difficiles à comprendre, en conseils pratiques et accessibles. Et dans ce livre, il retranscrit tout ça en 8 chapitres, 8 étapes réellement, qui nous amèneront, si on les applique à la lettre, je l'espère, à la liberté financière. Et la première étape, la première partie, nous demande si on a fait le bon choix sur notre situation actuelle. Et là, c'est une phase d'introspective, on va se poser des questions sur comment on vit aujourd'hui, comment on veut vivre demain. Et la seconde étape nous demande ce que l'on a vraiment envie de faire, d'avoir dans notre vie et combien cela peut nous coûter. Troisième étape, c'est un plan d'action concret à appliquer qu'on va voir ensemble. La quatrième étape, c'est consommer moins pour épargner plus. La cinquième et la sixième parlent de l'investissement en bourse et dans l'immobilier. Puis
La 7e nous invite à lancer un side business, un boulot à côté de celui qu'on a actuellement. Et la dernière étape, c'est les 8 règles d'or pour réussir. La première question qu'il va nous poser, c'est une question de remise en question. Est-ce que l'on a fait le bon choix dans notre vie ? On doit faire ici une introspection sur notre situation actuelle. Est-ce que notre travail nous plaît ? Est-ce que notre situation financière est bonne ? Est-ce que je suis esclave ou non de mon travail ? Il nous dit qu'avant de chercher à revoir notre manière de consommer dans la vie, il faut que l'on s'interroge sur qui nous sommes et qui nous voulons devenir. Donc on doit se remettre en question sur le modèle classique de la société, ce qu'il appelle dans le livre métro boulot dodo, et la retraite quand on ne peut plus vraiment en profiter. On va se remettre en question sur ce modèle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société et pour garantir cette société, qu'elle tourne bien, nous avons défini des règles de vie communes, une culture commune. Par exemple, manger 3 fois par jour, prendre la voiture le matin pour aller travailler, le métro pour aller travailler, faire 8 heures par jour, rentrer chez nous et ne pas avoir de temps pour profiter du temps libre et de notre famille. Sans le vouloir, nous nous rencontrons confrontés à une réalité. On échange notre temps contre de l'argent pour payer nos factures, sans réellement profiter de ce que nous avons. C'est ce que l'on appelle la rat race, cette course effrénée qui ne s'arrête jamais, sauf si on en prend réellement conscience et que l'on dit « stop ». Et c'est ce que nous invite à faire l'auteur ici dans ce livre. On va imaginer un instant ce que serait notre vie si on pouvait se lever à l'heure que l'on veut, travailler le nombre d'heures que l'on veut et recevoir les revenus passifs sans se fatiguer. Profiter de notre famille tous les jours. Imagine si c'était possible. Eh bien, selon Victor, avec le mouvement FIRE, c'est possible. Et le mouvement FIRE, c'est quoi ? Ça vient des États-Unis, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est l'indépendance financière et la retraite anticipée. Il a été popularisé notamment par le livre Your Money of Your Life de Vicki Robin et Joe Dominguez. Puis ce mouvement, il a été amplifié par le blog de Mr. Money Moustache, un blog très connu, créé par un frugaliste qui ne dépensait vraiment pas grand-chose pour vivre. Et je vous invite d'ailleurs à y jeter un œil si vous avez le temps. Ce blog de Mr. Money Moustache aborde la finance sous un angle vraiment différent de ce que l'on voit d'habitude. Et même l'auteur du blog, il se dit à lui-même qu'il est un magicien des finances, qu'il est devenu libre financièrement et donc à la retraite à seulement 30 ans. Et ça, c'est super intéressant. Si vous souhaitez aller le voir, je vous invite à le faire. Je vous laisserai le lien dans la description. Alors, on parlait du mouvement FIRE. Et ce mouvement, il a des objectifs clairs. Accumuler suffisamment d'actifs pour que tes revenus passifs couvrent 100% de tes dépenses. Et à ce moment-là, tu n'as plus besoin de travailler pour vivre. Donc, objectif principal, que tes revenus passifs couvrent 100% de tes dépenses. On va voir maintenant ici les 8 étapes du livre pour anticiper notre retraite en suivant ce mouvement. Mais je ne vais pas parler de retraite à 40 ans parce que si tu en as 41, eh bien ça va être compliqué déjà. Pour ceux qui sont déjà dans la vingtaine, je pense que c'est réellement faisable. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas accessible d'accéder à la retraite anticipée avant les 65 ans. On va voir comment. Donc première étape, et si tu avais fait le mauvais choix ? Et si le modèle qu'on t'a vendu depuis l'enfance n'était pas aussi optimal que ça ? Faire des études, par exemple, trouver un CDI, acheter une maison, travailler 40 ans, attendre la retraite légale de 65 ans. Et si ce chemin était sécurisant, mais pas forcément libre ? Et si cela provenait du conditionnement social ? Parce que depuis l'école, on nous prépare à obéir à des horaires stricts, à échanger notre temps contre un salaire, à chercher la sécurité plutôt que l'autonomie. Et pendant toutes ces années d'études et de notre vie, on ne nous a jamais appris la finance, à créer des actifs, à investir en bourse ou en immobilier, à générer des revenus passifs ou encore à acheter du temps. Et si ta vie d'aujourd'hui n'était pas choisie, mais provenait d'un paradigme hérité de notre société et de notre famille ? Et si notre vie était un choix par défaut ? Ça, c'est une bonne question. Le piège, c'est que nous sommes dans notre zone de confort, dans la sécurité aujourd'hui. Le problème, c'est que plus
on a de moyens financiers, plus on a tendance à consommer. Et ça, c'est la réalité. Victor Lora nous donne un exemple de la majorité des gens qui ne réussissent pas. Quelqu'un qui ne réussit pas, il avance dans la vie, dans son travail, il reçoit une augmentation, donc qu'est-ce qu'il fait? Il achète une plus grande voiture. Il reçoit une promotion, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un logement plus cher. Il reçoit une prime, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des vacances plus coûteuses. Et quel va être le résultat? Eh bien, d'accord, les revenus augmentent, mais les dépenses augmentent. La liberté est inchangée. Il est toujours esclave de son travail. C'est ce qu'on pourrait appeler l'inflation du style de vie. Plus tu gagnes, plus tu consommes. Mais par contre, tu dois toujours continuer à travailler. Et plus fort, parce que tu dois gagner plus pour dépenser plus. Tu n'as toujours pas plus de temps. Ça change pas. Donc Victor, il nous dit ici que nous devons nous rendre compte de ce que coûte réellement notre travail. Ce que réellement nous investissons dans notre travail. On pense que c'est seulement notre temps que l'on investit, mais c'est faux. Toute notre vie est liée à notre travail, de près ou de loin. Par exemple, pour aller travailler, bien, il nous faut acheter des vêtements. Il nous faut du carburant pour notre véhicule pour se déplacer. Il nous faut entretenir notre voiture, qui s'use avec les allers-retours quotidiens au travail. On prend aussi également des cafés à la machine à café au travail. Ça a un coût. Les jours de repos qu'il faut prendre car on est fatigué de notre travail. Le temps qu'on y pense, la nuit, le week-end quand on cherche des solutions pour des problèmes qui ne sont même pas les nôtres. Les soucis de santé engendrés par notre travail, la fatigue. Est-ce qu'à 65 ans, on sera toujours en forme si notre travail nous use comme ça tous les jours? C'est une question à se poser. Et on doit se remettre en question aussi sur nos finances, sur notre projet professionnel, sur notre niveau de vie personnelle, sur notre temps libre que nous avons pour profiter de notre famille. On va remettre tout ça sur la table dans cette étape et comprendre que l'on doit changer notre façon de vivre et qu'il n'y a pas que le métro boulot dodo qui existe. Et si tout ça pouvait changer, nous pourrions nous libérer du temps, de l'énergie tout en gagnant de l'argent. Alors, est-ce que c'est possible et comment faire? Alors, bien sûr que c'est possible. Ce ne sera pas facile. Il faudra sortir du modèle classique de notre zone de confort qui revient à vendre notre temps contre de l'argent. Alors, comment casser cette équation argent égale temps fois énergie? Grâce à l'automatisation, grâce à la démultiplication, grâce à l'investissement et grâce au focus exclusivement sur des activités génératrices d'énergie et d'argent. Et c'est comme ça que l'auteur amène dans cette première partie. Ici, Victor il nous apporte 3 piliers fondamentaux de la richesse que nous avons vus dans d'autres livres, bien sûr. Le premier pilier, c'est vivre en dessous de ses moyens. Le second, c'est dédier du temps et notre énergie et notre argent à créer de la richesse. Et le troisième pilier, c'est avoir la conviction que la liberté financière est plus importante que le social. Premier pilier donc, vivre en dessous de ses moyens. On doit ici dépenser moins que ce que l'on gagne, toujours. Ça, c'est la première règle. Ça paraît simple, hein, mais en réalité, c'est contre-intuitif dans notre société de consommation. Mais pourquoi c'est fondamental de consommer moins que ce que l'on gagne? Parce que la richesse ne vient pas de ce que tu gagnes, mais de ce que tu conserves et investis. Donc, revenu moins dépenses, ça doit être égal à notre capital à investir. Il doit rester quelque chose pour investir. Parce qu'on fait souvent l'erreur de se dire « Ok, j'ai un revenu supplémentaire, eh bien je dépense plus. » Mais on n'a pas de liberté, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc on doit changer cette mentalité. On doit prioriser plutôt les actifs que les signes extérieurs de richesse. Est-ce qu'on a besoin d'une voiture plus jolie? Est-ce qu'on a besoin de gratification immédiate? C'est les questions qu'on doit se poser. On va donc prioriser les actifs plutôt que les signes extérieurs de richesse. On va différer notre gratification immédiate pour une gratification long terme. Et on va chercher la valeur plutôt que le statut social. C'est la base de la liberté financière selon Victor Lora. Le deuxième pilier,
c'est dédier son temps, son énergie et son argent à créer de la richesse au moins pendant un certain temps. Et ici, on va orienter nos ressources vers la création d'actifs. Le temps, plus l'énergie, plus notre argent, ça va être notre force de création de richesse. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, premièrement, on va se former à l'investissement. Ensuite, on va lancer un business et on va continuer à investir régulièrement. Et on va développer surtout des compétences monétisables. Comme nous le savons, beaucoup d'entre nous travaillons pour consommer et peu d'entre nous travaillons pour investir. Alors on va transformer tout ça. Au lieu de travailler, de dépenser et de recommencer, on va travailler, épargner, investir et obtenir des revenus passifs qui travaillent pour nous. Et dans le mouvement FIRE, on est focalisé à 100%. Chaque euro dépensé est un euro qui travaille pour toi. Chaque heure investie dans notre travail peut devenir un actif futur. Et pour le troisième pilier, c'est que l'on doit avoir la conviction que la liberté financière est plus importante que le statut social. Le statut social, c'est impressionner les autres, correspondre aux normes de la société, suivre un rythme collectif, maintenir un certain statut. Et ça, c'est pas le chemin de la liberté financière. Parce que la liberté financière demande plutôt de vivre différemment, de dépenser différemment et de penser différemment. Parce que si on veut une voiture de luxe, un logement au-dessus de ses moyens, des sorties coûteuses, des restos de luxe, tout ça va retarder notre liberté de plusieurs années. Alors pour changer tout ça, on a besoin de discipline. On va devoir dire non à certaines dépenses qui nous attirent, non à certaines pressions sociales, non à certaines comparaisons avec les autres. Donc pour changer notre paradigme, on doit changer. On doit vivre en dessous de ses moyens, on doit dédier notre temps, notre énergie à créer de la richesse et on doit être sûr que la liberté financière, on doit être certain que c'est notre objectif principal. Et c'est ce que l'on va voir maintenant dans le chemin vers la liberté financière. C'est l'étape 2 du livre. L'étape 1, on s'est remis en question sur tout ça et on a vu que l'on doit changer notre manière de penser, que l'on doit éviter des consommations, la surconsommation, de consommer tout ce que l'on obtient pour retarder notre gratification. Maintenant, on va se poser la question de quoi on a besoin, de quoi on a envie dans notre vie, de combien on a besoin vraiment, de combien d'argent on a vraiment besoin. Et pour commencer sur notre chemin vers notre liberté financière, on va devoir se poser des questions pour réfléchir, prendre du recul sur ses envies, sur ses aspirations les plus profondes. On va commencer à se poser des questions sur notre relation avec l'argent et commencer à croire qu'il y a d'autres manières de penser. Parce que devenir libre financièrement, c'est reprendre le contrôle de son temps et donc de sa vie. Et pour ce faire, on va commencer par définir ce qui est important pour nous. Et la première question que l'auteur nous pose ici, c'est de combien d'argent as-tu vraiment besoin pour vivre ? Et quel est ton seuil minimum essentiel pour vivre ? Ici, on va déterminer quelles sont nos priorités dans la vie et quelle serait notre vie que nous rêvons vraiment de vivre. Alors tu vas commencer par te poser cette question. Quelles sont tes priorités dans la vie ? Et quelle serait ta vie que tu rêves vraiment de vivre ? Pour quelles raisons tu te lèves le matin ? Quelles sont tes ambitions ? Tu vas donc commencer par déterminer ta vision long terme, qui te pousse à agir, à économiser, à te sacrifier quelques années pour atteindre cette liberté financière. Quelle est ta vision qui te pousse à faire les sacrifices tous les jours pour y arriver ? Et pour ce faire, l'auteur il nous propose une méthode simple, la méthode RLP. R pour rêver, prendre le temps de rêver comme nous le faisions quand nous étions enfants. L pour se limiter à nos priorités et ne pas s'éparpiller, à ne pas se disperser. Et P pour partir de vos moyens que vous avez aujourd'hui. Ce que l'on peut accomplir, et P aussi pour passer à l'action, en prenant en compte nos limites. Ici, on devra être réaliste sur nos objectifs et nos compétences que nous avons.
Première action que nous allons faire, c'est visualiser. Et pour ce faire, il nous donne une technique intéressante pour visualiser. Si on ne sait pas le faire, c'est, premièrement, on va s'installer dans un endroit calme, dans une position confortable. On va fermer les yeux. On va choisir un aliment que l'on apprécie, le chocolat par exemple, un morceau de notre fruit préféré. Et puis, on va visualiser sa forme, sa couleur. On va imaginer ensuite le parfum. On va toucher ce fruit, ce chocolat, et puis on va le goûter. Et si on commence à saliver, qu'on ressent déjà le goût sur la langue, c'est que l'on vient d'effectuer une visualisation. Et maintenant, Victor, il nous demande d'amener cette méthode à notre vie rêvée. On va commencer par visualiser notre vie rêvée sur une journée, puis sur une semaine, puis sur un mois, puis sur une année. Et pour ce faire, on va s'installer au calme, comme on l'a fait tout à l'heure sur l'exercice précédent, et on va imaginer notre vie rêvée. Où est-ce que tu souhaiterais vivre ? Quelle odeur souhaiterais ressentir chaque matin ? Avec qui souhaiterais vivre ? Quel serait ton entourage ? Où aimerais-tu vivre ? Dans quel pays ? Dans quelle ville ? À la campagne ? Au bord de la plage ? En montagne ? Tu dois définir tout ça. Quelles seraient tes habitudes de vie ? Qu'est-ce que tu aimerais manger tous les jours ? Prends du temps pour imaginer ta vie rêvée. Puis une fois imaginée, une fois que l'on s'est imprégné de cette vie de rêve, on va prendre un carnet et noter tout ça par écrit dans les moindres détails. Et dans ce que l'on va écrire, on note exactement le déroulé d'une journée type. Une journée type pourrait être, par exemple, se lever à l'heure qu'on veut, faire de l'exercice, du sport, de la méditation, de la lecture, écouter des podcasts, déjeuner dehors devant le soleil qui se lève avec un bon café, sortir marcher dans la nature en début de journée, à la plage ou à la montagne, prendre le temps de profiter de l'air libre, ne pas avoir à se soucier de ses revenus, partager son expérience avec les autres, partager des bons moments avec notre famille, travailler un minimum de temps pour un maximum de résultats, voyager, découvrir d'autres pays. Ça serait peut-être une journée type. Alors, essaie de définir ta journée type, ou au moins ta vie rêvée. Une fois que c'est fait, que tu as tout noté sur un papier, tu vas aussi définir le rythme de vie que tu souhaites vivre. Est-ce que tu vas continuer à travailler ? Si oui, combien d'heures ? Combien de jours libres tu souhaites ? Combien tu veux voyager et dans quel pays ? Combien de temps tu veux passer avec tes proches ? Combien de moments tu veux de solitude ? Combien de temps dédié à ta santé ? Et tu dois te poser également cette question. Est-ce que cette semaine que tu rêves, est-ce que cette semaine ressemble vraiment à une vie que tu veux répéter pendant plus de 20 ans ? Et ce que tu peux faire aussi, c'est être précis, décrire vraiment les sensations que tu souhaites ressentir, décrire aussi l'environnement qui t'entoure au détail près, décrire aussi tes émotions et les personnes qui sont autour de toi. Et l'objectif ici, c'est de savoir ce qui te fait rêver, pas ce qui fait rêver tout le monde. C'est toi qui définis la vie que tu rêves. Et pourquoi cet exercice est important ? Parce qu'il permet de découvrir ce que tu veux vraiment et ce que tu veux aussi éviter. Et après, cela va te donner le niveau de dépenses nécessaire, le type de revenu dont tu as besoin. Et une fois que l'on a déterminé ce que l'on rêve, on doit maintenant déterminer ce qui est essentiel pour nous, notre fondamental, nos priorités et nos objectifs indispensables. Sur cette partie-là, on peut le faire avec quelqu'un qui partage notre vie ou quelqu'un de proche qui peut nous accompagner. Un exemple d'indispensable, par exemple, ce serait vivre proche de la nature, passer la plupart du temps avec notre famille ou encore se lever à l'heure que l'on veut. Ça, ce sont des indispensables peut-être. Une fois que l'on a défini nos indispensables, on va ensuite en faire des affirmations positives et les lire tous les jours à haute voix. Par exemple, je lis tous les jours 30 minutes sur le domaine que je veux. Je vis dans une maison au bord de la mer, avec une vue imprenable. Je me promène tous les jours dans la nature. Ça, ce sont des routines quotidiennes et des affirmations positives. Tu peux essayer d'en créer si tu veux et les lire tous les jours. Ici, ce sont que des exemples, mais tu vois où je veux en venir. L'idée, c'est de rendre le plus réalisable possible notre vie rêvée et la rapprocher de plus de notre quotidien.
et de donner à notre cerveau surtout le permis de croire que c'est possible de changer. On devient ce à quoi on pense le plus souvent. Alors prenons le temps de penser à ce que nous voulons pour l'obtenir, parce que personne ne le fera à notre place. On peut rêver, personne ne nous l'interdit, alors profitons-en. Et maintenant que l'on a idéalisé notre vie, on a défini concrètement ce que l'on veut, on doit maintenant chiffrer tout ça pour savoir combien on a besoin pour que cette vie se réalise. Et le premier pas ici, ça va être de se poser la question, combien va nous coûter cette vie que l'on rêve ? On va prendre chaque axe de notre vie que l'on rêve et estimer le besoin en termes financiers. Et pour ce faire, quelques questions pour commencer. Est-ce que je veux avoir des enfants ? Si oui, combien ? Quel âge a notre conjointe ? Quel âge ont nos parents ? Vont-ils devenir dépendants de nous ? Quelle est la taille de notre maison ? Quelle est la taille de notre véhicule ? Quelle est la marque de notre véhicule ? Tout ça, ces questions vont définir le besoin financier que l'on aura. Car on n'est pas sur le même budget si on vit dans une maison de 30 mètres carrés ou sur une maison de 1000 mètres carrés. Si on a des enfants, si on a une voiture ou une grande maison, ça fera la différence sur le coût. Donc on doit prendre du temps là-dessus. Et dans un deuxième temps, on va se poser la question, quel est notre revenu mensuel net et celui de notre partenaire ? Est-ce qu'on est augmenté régulièrement dans notre travail et si oui, de combien ? Pour savoir combien on a de revenus aujourd'hui. Et dans un troisième temps, on va faire un tableau de nos dépenses actuelles pour comprendre tout ce que l'on a besoin aujourd'hui pour vivre, ce qui ne sert à rien et ce qui coûte trop cher. Et maintenant que l'on a fait ce travail de définir nos dépenses, définir notre revenu mensuel et ce que coûtera notre vie, maintenant que l'on connaît notre rêve, que l'on sait combien ça va coûter, que l'on connaît aussi nos revenus et nos dépenses, d'ailleurs, même je vous invite à vous arrêter ici dans ce résumé et à faire cette introspection, à prendre du temps, une feuille blanche, un stylo et commencer à écrire, parce que je vous garantis que vous serez surpris du résultat. Maintenant que l'on a fait ce travail d'introspection, on va appliquer la règle des 4% que nous donne Victor Lora ici, qui vient du mouvement FIRE. Elle est simple à comprendre. Pour avoir assez d'argent, donc, pour le reste de notre vie, on doit économiser, selon cette règle, et investir 25 fois le montant de nos dépenses annuelles prévues. Et cela, quel que soit l'âge auquel on commence notre chemin vers la liberté financière. Dans le livre de Victor Lora, Victor il nous donne un exemple. Imaginons que tu as besoin de 3 000 euros par mois pour vivre, soit 36 000 euros par an. On doit donc, selon la formule, constituer un patrimoine de 36 000 euros fois 25. Ça fait 900 000 euros. Pour être libre financièrement, on a besoin donc de 900 000 euros si on a 3 000 euros de revenus par mois. Bon. Puisqu'avec la règle des 4%, 4% de 900 000, ça fait bien 36 000 euros. Donc si tu investis cet argent avec un taux moyen de 7% de rentabilité, quelque part dans la bourse ou dans l'immobilier, tu obtiendras passivement plus de 36 000 euros par an, en comptant les années qui seront moins rentables, puisqu'on parlait de 4%, mais la bourse en moyenne c'est 7%, donc c'est bien au-dessus de ça. Donc on doit appliquer cette règle à notre revenu. Et on obtiendra ce qu'il faudra pour atteindre la liberté financière et la retraite anticipée pour pouvoir profiter de notre vie rêvée avec un minimum d'effort. C'est donc, le principe, c'est de créer sa propre retraite avant l'heure et non pas atteindre les 65 ans. Maintenant que l'on sait ce qu'est la liberté financière, c'est donc remplacer nos revenus actifs issus de notre travail par des revenus passifs qui tombent chaque mois sans que l'on ait à travailler. Avec la règle des 4% que l'on a vu, on vient de calculer combien il nous faut pour vivre. Et cela, bien sûr, ne se fait pas du jour au lendemain. Cela prend plusieurs années. Pour atteindre notre vie de rêve, pour atteindre notre liberté financière, Victor Lora, ici, il va nous proposer
3 piliers pour commencer. Le premier pilier, c'est la bourse, le deuxième, l'immobilier, le troisième, le side business. Et donc la bourse, c'est faire travailler son argent pour nous grâce aux investissements financiers. Alors il nous propose des actions concrètes. Ces 3 piliers, on va les voir plus en détail dans les étapes 5, 6 et 7 du livre. Mais ici, je vous fais un petit passage, un survol au-dessus. Action concrète à investir en immobilier, c'est investir dans des ETF, indiciels diversifiés, qui sont des investissements dans des regroupements d'entreprises, de sociétés comme MSCI World ou S&P 500, qui sont des mastodontes, comme on l'a dit, rassemblant de nombreuses entreprises du monde entier. Donc c'est sur ceci qu'il faut investir au niveau de la bourse. Ensuite, il nous dit qu'il faut investir dans des actions à dividendes. On verra tout à l'heure ce qu'est une action. Et investir sur le long terme surtout pour obtenir des intérêts composés. Quels vont être les avantages d'investir en bourse? C'est la liquidité. Tu peux revendre facilement ce que tu as acheté. Le deuxième avantage, c'est le rendement moyen sur le long terme. Comme on l'a dit tout à l'heure, 7% moyen, c'est solide quand même. Et le troisième avantage, c'est que c'est accessible avec peu de capital. Alors pour le recul que j'en ai au niveau de la bourse, la rentabilité moyenne que j'ai, c'est entre 6 et 7% pour le moment, mais c'est cohérent, c'est stable quand même. Et pour un conseil que je peux te donner pour la bourse, c'est que quand je projette l'investissement, ce que je fais actuellement, en fait je vois qu'il faudrait investir sur le long terme, le plus longtemps possible pour avoir de bons résultats. Donc il faut commencer le plus tôt possible aussi, hein. Et même un petit montant, c'est pas grave, même 50 euros tu peux commencer. Mais bien sûr, plus tu investis un montant élevé, plus la rentabilité que tu auras sera élevée. Le deuxième pilier maintenant, c'est l'immobilier. Et l'objectif de l'immobilier, c'est de créer des revenus locatifs stables et profiter de l'effet de levier bancaire. Les actions concrètes que tu vas mener ici au niveau de l'immobilier, c'est mettre en place de la location longue durée. Et même de la colocation, de la location meublée saisonnière comme Airbnb par exemple, pour optimiser, l'objectif principal c'est optimiser la fiscalité. Les avantages principaux de l'immobilier, selon Victor, c'est avoir du cash flow régulier, avoir des revenus positifs, avoir un patrimoine qui va être de plus en plus conséquent dans le temps. Dès que l'on aura payé notre crédit, notre bien sera à nous. Et le but ici, c'est que ce bien se paye tout seul. On va aussi, un troisième avantage, c'est la possibilité d'utiliser le levier financier, c'est-à-dire l'emprunt, utiliser la banque pour lever les fonds, pour qu'ensuite cet argent ne sorte pas tout simplement de notre poche. Et le troisième pilier, c'est le side business. Et l'objectif principal, c'est de créer une source de revenus complémentaire à notre travail actuel et qui serait scalable, c'est-à-dire évolutif dans le temps. Les actions concrètes que tu vas mettre en place ici, c'est peut-être créer un business en ligne, e-commerce ou d'infoproduits, vente de formation, un business de coaching aussi, d'expertise et peut-être un business de création de contenu monétisé sur Instagram, TikTok, YouTube ou d'autres supports. Les avantages principaux, il y a 3 avantages au side business, c'est que ça nous permet d'avoir des revenus additionnels à notre travail, à notre revenu du travail actuel, pour accélérer l'épargne et l'investissement. On va avoir aussi la possibilité de transformer le temps limité en capital durable. Et puis, ça va nous permettre de diversifier nos sources de revenus, puisqu'on aura la bourse, l'immobilier, notre revenu de travail, plus le side business qui va nous donner des revenus complémentaires à qui nous manque pour investir. Mais on va voir tous ces piliers plus en détail dans les étapes 5, 6 et 7 du livre, qui sont les chapitres dédié à la bourse, l'immobilier et le side business. Et voici maintenant un plan d'action générale que nous propose Victor pour atteindre cette liberté financière. Une fois que l'on a déterminé donc le montant de notre liberté financière, comme on a dit avec la règle des 4%, eh bien, voici le plan en 5 étapes à suivre. La première étape de ce plan, c'est d'avoir des revenus stables et mettre des règles d'épargne. Donc on va commencer ensuite, une fois qu'on a des revenus stables, un travail fixe, on va mettre des règles d'épargne pour mettre de l'argent de côté pour pouvoir commencer à investir en bourse avec l'argent épargné pour le faire vivre. Puisque si on laisse cet argent sur un livret épargne, par exemple, avec l'inflation, eh bien le rendement de ce livret va être
bien en dessous de l'inflation. Si ce livret il apporte 2% de rentabilité et que l'inflation est à 6, ben forcément, tu perds l'équivalent de 4% de tes revenus, donc tu es en perte. On doit faire ensuite une fois qu'on a commencé l'investissement en bourse, on va faire notre premier investissement immobilier. Ensuite, investir nos bénéfices immobiliers dans la bourse. La quatrième étape, ensuite, c'est de multiplier les investissements immobiliers et investir automatiquement en bourse. C'est continuer à investir en immobilier pour investir davantage en bourse. La cinquième étape, c'est de lancer un side business en fonction de notre situation personnelle, inspiration. En fait, cela dépend parce que le side business, tu pourrais commencer à le faire dès aujourd'hui. Mais bon, il vaut mieux avoir un fonds de sécurité et commencer à avoir de la diversification de revenus pour être sûr, pour avoir au moins un coussin de confort. Et la sixième étape, c'est agir en fonction des opportunités. Il peut se produire des opportunités, par exemple une chute réelle de la crypto-monnaie, bien tiens, tu vas commencer à investir en crypto-monnaie. La bourse, par exemple, il y a une chute brutale, eh bien tu vas investir plus à ce moment-là, peut-être pour profiter de cette baisse. Bon, maintenant qu'on a vu les 3 étapes donc vers la liberté financière, on va voir la 4e étape qui est consommer moins et épargner plus. Ce que nous dit Victor Lora ici, c'est que comme c'est un frugaliste, il nous dit de devenir frugal. Et le frugalisme, c'est quoi ? C'est un mode de vie qui consiste à optimiser ses dépenses et à consommer de manière intentionnelle pour épargner une part massive de nos revenus. Alors souvent, les frugalistes, ils sont à plus de 50% d'épargne et c'est énorme. Et l'objectif, en fait, au final, ce n'est pas d'accumuler de l'argent pour le plaisir, mais d'acheter du temps, d'investir cette épargne pour acheter du temps. Et Victor, il nous propose dans le livre 6 règles d'or du frugalisme. La première règle, c'est faire de l'épargne notre priorité, c'est-à-dire qu'on doit, dès que notre revenu mensuel arrive, notre salaire, on doit se payer en premier. Au lieu d'épargner ce qui reste à la fin du mois, on définit une somme à mettre de côté dès que le salaire tombe. C'est l'inversion de la pyramide de consommation, c'est-à-dire que en premier, on épargne et ensuite on consomme ce qui reste. Deuxième règle, c'est avoir une vision claire de son budget. Et pour ça, on va utiliser des outils, des tableurs Excel par exemple, ou des applications de budget comme Bankin, pour traquer chaque dépense. Comme il le dit dans le livre, on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Donc il va nous proposer cette application Bankin que moi j'ai testée personnellement et je ne l'ai pas trouvée très pertinente pour mon usage. Alors moi je suis revenu sur le type classique du tableau Excel de toujours qui fonctionne bien. Alors ce qu'on va faire, c'est que chaque semaine on va faire notre budget pour vérifier notre avancement. On va lister donc du coup toutes nos dépenses chaque semaine et on va voir si on respecte bien ce que l'on s'est dit. Et pour ajuster si nous ne sommes pas sur le bon chemin. Parce que si par exemple on a dépensé un peu plus sur l'alimentation ou sur les loisirs, eh bien peut-être on va baisser pour la semaine suivante ou pour qu'à la fin du mois, surtout, on ait économisé un peu d'argent. Qu'on ne soit pas en négatif. C'est ça le but. Et je vous invite d'ailleurs à le faire, c'est prendre une feuille blanche et lister toutes vos dépenses, fixer un seuil à ne pas dépasser de dépenses et surtout vérifier chaque semaine où est-ce que vous en êtes, noter toutes vos dépenses et un suivi mensuel surtout. La troisième règle d'or du frugalisme, c'est devenir minimaliste. C'est le passage de la possession de choses à l'usage. C'est-à-dire qu'on doit se détacher des biens matériels qui ne servent à rien pour réduire l'encombrement mental et l'encombrement physique et éviter surtout d'acheter compulsivement et de sortir de l'argent de façon inutilement aussi. Et donc pour ça, pour devenir minimaliste, il nous donne 3 règles précises. Alors si tu vas dans un supermarché et que tu achètes quelque chose, eh bien pose-toi la question, qu'est-ce que je vais remplacer par cette chose ? Si tu achètes quelque chose, c'est pour remplacer autre chose. Deuxième règle, c'est si tu remplaces quelque chose, alors tu vends l'autre chose, ou tu la donnes, ou tu la recycles. Troisième règle, si tu achètes quelque chose, privilégie au maximum l'achat d'occasion, ou les articles qui sont éco-responsables.
Par exemple, les achats sur le site Vinted ou Le Bon Coin ou toute autre application d'achat de vente et d'occasion. Et la quatrième règle pour devenir frugaliste, c'est ne jamais augmenter son niveau de vie. C'est la règle la plus difficile parce que si vous obtenez une augmentation ou une prime, eh bien, au lieu de la consommer, de se dire on va se faire plaisir, eh bien, tu vas te dire que tu vas l'épargner ou l'investir. Au lieu d'acheter une plus grosse voiture ou un plus grand appartement, tu vas investir cet argent ou l'épargner, le mettre de côté. Cinquième règle, c'est adopter la méthode des 5 cadeaux. Et qu'est-ce que c'est que cette méthode? Parce que on a souvent en difficulté quand on achète des cadeaux pour des amis, la famille, etc. On ne sait pas quoi acheter et souvent on achète des choses dont la personne n'aura pas besoin, dont la personne oubliera dans 6 mois. En fait, il s'agit ici avec la méthode des 5 cadeaux, c'est de limiter la consommation à l'essentiel et au plaisir véritable. On doit éviter l'accumulation de gadgets qui finissent au placard. Et ici, en fait, ce que tu pourrais faire pour passer à l'action sur cette cinquième règle, c'est que tu pourrais demander à ton entourage le top 5 des cadeaux qu'ils rêvent vraiment d'avoir à chaque membre de ta famille et de ton entourage, afin que tu sois sûr que tu vas offrir quelque chose qui fera plaisir et qui sera utile. Alors demande à quelqu'un quels sont tes top 5 de cadeaux que tu souhaites avoir et pour son prochain anniversaire ou pour Noël par exemple, tu offriras un de ces cadeaux. La sixième règle d'or pour devenir frugaliste, c'est tout planifier. Tu vas commencer à planifier tes repas à faire pour la semaine, ce qu'on appelle en anglais le batch cooking. Et tu vas aussi planifier tes gros achats, tes grosses dépenses. Parce que si tu planifies quelque chose, ça te permet d'éviter les décisions émotionnelles et les dépenses inutiles ou spontanées, de dernière minute. Et souvent, ces dépenses sont très chères. Donc, tu dois planifier toutes tes dépenses. Comme on l'a dit tout à l'heure, au moment où tu vérifies ce que tu dépenses, eh bien, tu vas planifier le mois suivant en disant ce mois-ci, je vais dépenser tant et pas dépasser. Et donc, pour épargner plus, on peut non seulement consommer moins, mais aussi gagner plus pour épargner. Ici, on a vu les 6 règles pour devenir frugaliste. La première, c'était faire de l'épargne votre priorité. Deuxième, avoir une vision de son budget. Ensuite, devenir minimaliste, ne jamais augmenter son niveau de vie. Puis, adopter la méthode des 5 cadeaux pour éviter d'acheter des choses qui seraient inutiles. Et puis, enfin, planifier tout ce qui peut être planifié pour anticiper les dépenses. Et donc, pour épargner plus, on peut consommer moins, mais aussi on doit gagner plus pour épargner plus. Et donc, si on est salarié, par exemple, on peut demander une augmentation. Bon, il n'y a pas de honte à demander une augmentation, surtout si vous faites du bon boulot et que ça fonctionne bien pour vous, que vous voyez que vous êtes indispensable dans votre travail. Chaque 2 ans, tu peux demander, ou même chaque année, tu peux demander une augmentation. Je pense qu'il n'y a pas de risque à ça. Vous pouvez aussi demander à avoir davantage de responsabilités dans votre travail ou alors changer d'entreprise pour demander un salaire plus élevé dans votre nouveau boulot. Il faut chercher des moyens de gagner plus pour épargner plus. Alors actuellement, c'est très difficile de rester longtemps sur le même poste, sur le même travail, car les perspectives d'évolution sont mineures aujourd'hui. Par contre, si vous changez régulièrement de poste, tous les 2 ans par exemple, vous pouvez toujours renégocier votre salaire à l'augmentation, plus que vous avez précédemment. Ici, l'auteur ne nous force pas à changer de travail, mais à nous remettre en question pour savoir si notre travail est bien valorisé à sa juste valeur. Parce que le travail, c'est la base de notre épargne et de notre source d'investissement. Le travail, c'est la source sûre qui nous permet d'économiser. Donc, il est important de le garder, bien sûr, tant que l'on ne peut pas le changer par les intérêts de nos investissements en bourse, en immobilier ou dans notre side business, par exemple. Et en parlant d'investissement, on passe à l'investissement en bourse, qui est la 5e étape pour notre retraite anticipée. On a vu les 4 premières étapes qui sont se remettre en question sur nos choix de vie, définir ce que réellement on a envie de faire avec la méthode de visualisation, comme on a vu tout à l'heure, et en définissant le coût de ce que l'on veut vraiment dans la vie. Ensuite, on a vu que l'on devait définir un plan concret pour avancer vers notre vision. On va définir chaque action donc, que l'on doit faire, les habitudes que l'on doit prendre, et en faire des affirmations positives qu'on va se lire tous les jours. Et ensuite, on a vu la 4e étape qui était celle qu'on vient de voir, c'est de devenir frugal
minimaliste, économiser plus pour investir plus et gagner plus. Maintenant, on va parler de la bourse, qui est le premier pilier vers la liberté financière et l'étape à suivre pour anticiper notre retraite. Premièrement, ce que l'on doit faire au niveau de la bourse, c'est mettre en place avec la bourse, c'est mettre en place une stratégie qui ne nous prendrait pas trop de temps à gérer. Parce que l'objectif, ce n'est pas de perdre du temps en bourse, l'objectif, ce n'est pas seulement d'être libre financièrement, c'est aussi d'être libre d'avoir du temps. Et dans la bourse, il faut partir avec quelques règles en tête. Ici, Victor, il nous propose 3 règles. Première règle, c'est on n'est pas devin, donc on ne peut pas prévenir l'avenir, on ne sait pas ce qui va se passer demain, c'est la première règle. Deuxième règle, c'est on ne peut pas gagner d'argent sans risque. Règle numéro 3, on doit acheter en fonction de notre stratégie d'investissement et ne pas y déroger. Par exemple, si les données historiques nous montrent que sur le long terme, les performances sont supérieures, alors on va suivre cette stratégie et garder cet investissement sur le long terme. On ne va pas vendre en cas de crise ou quelconque problème que l'on trouve sur notre chemin. Et quand on commence à investir dans la bourse, on n'y connaît rien. Forcément, au début, on est un peu perdu. Alors il faut s'informer, se former, lire des livres. Mais le principal problème que l'on va rencontrer dans la bourse, c'est principalement l'excès d'informations. Ben oui, il y en a partout. On ne sait pas distinguer les informations vraies des fausses. Il existe tellement de techniques différentes à maîtriser avant d'investir que peu de personnes au final s'y lancent vraiment soi-même, sans passer par des gestions pilotées par des robots ou des entreprises. Alors la bourse, c'est quoi ? Selon Victor Laura, c'est un endroit où vous pouvez échanger des actions, des parts d'entreprise, du pétrole ou n'importe quel produit complexe contre de l'argent. Et il y a quelques principes à savoir sur la bourse. Le premier principe, c'est l'action. Qu'est-ce qu'une action ? En fait, c'est une part d'entreprise qu'elle échange contre de l'argent à des investisseurs. Et l'investisseur devient alors propriétaire d'une part de l'entreprise, tout simplement. Le principe suivant, ce sont les intérêts composés. Ça, c'est important de connaître ce que c'est. Et c'est pour cela, en fait, qu'on va investir. C'est ici que tout devient puissant. Puisque les intérêts composés, c'est les intérêts qui génèrent eux-mêmes des intérêts. Par exemple, si tu investis 10 000 euros en bourse, tu as un rendement moyen de 8% par an. C'est la moyenne, 7 à 8%, ce qu'on a dit tout à l'heure. Après un an, donc, tu as 8% de plus, c'est-à-dire 10 800 pour les 8% de plus. L'année suivante, tu vas voir, les 8% s'appliquent sur les 10 800 précédents, donc tu auras 11 664 euros. Et avec le temps, la croissance devient exponentielle. Et sur 20 ans, ces 10 000 euros sont devenus 46 000 euros. Plus de 46 000 euros sans investir plus d'argent. Et c'est pour cela qu'on investit tôt. On investit régulièrement et on laisse le temps travailler. Maintenant, pourquoi je dis qu'on investit tôt ? Puisque plus on laisse longtemps l'argent investi, plus ça fructifie. Et le problème, c'est que là, dans cette première stratégie, on a posé 10 000 euros, mais on n'a pas investi régulièrement. Qu'est-ce qui se passe si on investit, par exemple, en plus 100 euros par mois régulièrement ? Eh bien, ce serait 10 000 euros plus 100 euros fois 240 mois pour les 20 ans, ça fait 34 000 euros investis sur 20 ans. Et ça va engendrer environ plus de 60 000 euros. Il y a déjà une sacrée différence. Et plus tu vas investir par mois, plus ce sera exponentiel. Par exemple, si tu investis 500 euros par mois, le capital au final sera sur 20 ans de 239 826 euros. C'est énorme. Alors j'espère que tu as saisi comment ça fonctionne. Maintenant, je vais te proposer quelques exemples d'entreprises sur lesquelles investir. Par exemple, tu peux investir au niveau mondial sur des sociétés comme Nvidia, Microsoft, Apple, Google, Amazon, Tesla. En France, tu vas pouvoir investir sur le CAC 40, par exemple, qui représente la croissance des 40 entreprises françaises. LVMH, le leader mondial du luxe, ou encore Airbus, dans l'aéronautique. Total Energy aussi, acteur majeur de l'énergie, l'électricité, le pétrole, le gaz.
ou BNP Paribas aussi, ce sont des entreprises sur lesquelles investir, Orange ou encore Engie pour la transition énergétique. Et l'auteur, en fait, il nous dit qu'il y a 4 solutions pour investir en bourse. Il y a 4 moyens. Le premier, c'est le PEA, c'est le plan épargne action. On paye en fait des impôts quand on sort nos gains avant 5 ans. Le CTO, on va payer des impôts dès que l'on réalise des gains. Et le PER, qui va nous permettre de payer des impôts quand on sort nos gains. Et l'assurance vie, enfin, on paye des impôts lorsque l'on sort nos gains avant 8 ans. Mais je vous invite à aller y jeter un œil, à regarder, à comparer un peu ce qui peut être le plus intéressant pour vous. Personnellement, ce que je ferai ici comme stratégie sur les 4 solutions que l'on a vues, c'est déjà si on a la possibilité de créer un LEP et un livret A pour l'épargne de sécurité. Un PEA pour pouvoir retirer des gains au bout de 5 ans et des assurances vie pour le long terme, plus de 8 ans. Je commencerai d'abord en gestion pilotée pour le temps d'apprendre à investir par moi-même. Et ce que l'on doit retenir ici, de la bourse, c'est que cela, quel que soit votre moyen de solution choisi pour investir, le but principal, c'est de devenir libre financièrement pour obtenir une retraite anticipée et avoir de plus en plus d'argent à investir. Et avec le mouvement FIRE qu'on a vu tout à l'heure, on n'a pas besoin de plus d'argent pour vivre. Alors, dès que vos revenus, vos gains augmentent, on investit tout. Et Victor Lora, il nous donne des règles simples pour investir en bourse. On va d'abord diminuer tous les frais pour investir, chercher la solution avec le moins de frais possible, si c'est du piloté ou pas, mais surtout viser l'investissement autonome et non géré par un externe. Il vaut mieux éviter le piloté. Bon, au départ, tu peux commencer par ça, mais le long terme, c'est éviter tous les frais annexes. Deuxième règle, si tu ne comprends pas dans quoi tu investis, alors n'investis pas. Troisième règle, tu ne peux pas prévoir le futur, donc tu vas garder ton sang-froid pour les coups durs. Quatrième règle, tu vas te baser sur des analyses simples, pas de calculs complexes. La règle suivante, c'est tu vas faire des investissements sur le long terme, tu vas aussi utiliser seulement ton épargne pour investir en bourse et tu ne vas pas vendre lorsque le marché est en baisse. La sixième étape pour devenir libre financièrement, c'est investir dans l'immobilier, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est le second pilier de notre liberté financière. Sur le papier, le principe est simple ici, c'est acheter un appartement ou un immeuble pour le remettre en location, ce qui va nous générer des revenus passifs chaque mois. Mais le problème, c'est que dans la pratique, c'est une autre histoire. Pour commencer, on ne sait pas ce que l'on doit acheter. Compliqué. Si on ne sait pas quoi acheter, mais on doit acheter quand même. On ne sait pas où on doit acheter et on ne sait pas dans quel état on va trouver notre bien. Une fois qu'on l'aura acheté, peut-être qu'il y aura des choses cachées. Par exemple, avec ma femme, on a acheté un appartement il y a maintenant plus d'1 an et nous l'avons remis en condition avec beaucoup de travaux, bien sûr. On a souffert un peu en réalisant ces travaux. Nous n'y connaissions rien au départ et en 6 mois, en travaillant tous les week-ends d'arrache-pied, en dormant même dans l'appartement pour avancer plus vite, maintenant, il est en location étudiante. Mais pour y arriver là, nous avons dû bosser tous les jours pour avancer. D'abord se former et ensuite apprendre sur le chemin. Et maintenant, après avoir investi plus de 30 000 € de travaux, on nous annonce des travaux sur la façade du bâtiment, donc compliqué. Et tout ça pour le même montant de 30 000 €. Donc, voilà, c'est pas facile. Alors l'immobilier, ce n'est pas aussi facile que ça n'a l'air, comme je l'ai dit. Il faut étudier les villes, les quartiers, les voisinages, les centres historiques, les fenêtres des toits, les cloisons, les façades, toute la documentation, tout ce qui va être imposition, toutes les lois. Il faut apprendre beaucoup. Il faut être limite un expert en bâtiment aussi et savoir gérer les artisans pour arriver au bout de nos travaux de rénovation. Mais c'est toujours rentable au long terme, c'est ça qu'il faut se dire. C'est que le crédit que l'on prend est remboursé par les loyers. Et dans 25 ans, au bout du crédit, il sera remboursé par les loyers qui rentreront. Et les loyers qui rentreront après 25 ans rentreront directement chez vous sans aucun crédit à rembourser. C'est ça le but. Vous pouvez aussi revendre ce bien au bout de 25 ans. Il aura pris de la plus-value.
Mais ce que je veux dire, c'est que principalement, c'est que l'immobilier prend du temps. Il faut être patient, persévérer lors des coups durs, mais ça en vaut vraiment la peine. Aujourd'hui, un crédit peut se rembourser tout seul grâce à la location, mais tu as aussi la gestion des locataires, les quittances et tout l'administratif qui vient derrière, mais tout ça, ça peut être délégué une partie aussi à une entreprise. Bref, l'objectif de l'investissement immobilier, c'est le suivant, c'est de créer des revenus locatifs réguliers pour remplacer progressivement le salaire. Le principe clé de l'immobilier, le premier, c'est l'effet de levier. Utiliser l'argent de la banque pour acheter un bien. Le locataire va ensuite rembourser une grande partie ou la totalité du crédit. C'est le but. Le deuxième principe, c'est le cash flow positif. C'est que le loyer doit couvrir le crédit plus les charges, plus les impôts, plus l'entretien. Et idéalement, il faut qu'il reste de l'argent, de l'excédent mensuel, que tu vas réinvestir ensuite en bourse. Le troisième principe à savoir sur l'immobilier, c'est l'analyse rationnelle. Tu dois analyser la rentabilité réelle du bien. Tu dois définir les zones les plus dynamiques dans les villes. Tu dois optimiser la fiscalité et acheter au bon prix tout en négociant. Le quatrième principe de l'immobilier, c'est l'effet boule de neige. Le premier bien te permet une stabilisation, le second bien la multiplication et chaque bien augmente tes revenus passifs si tu réinvestis tout ça en bourse. Et le cinquième principe, c'est que ça va être complémentaire avec la bourse. Le cash flow immobilier va être réinvesti en bourse. L'immobilier est un levier pour des revenus mensuels et la bourse va te permettre d'avoir des intérêts composés. Alors aujourd'hui, nous en sommes pour le moment à notre premier bien, mais on pense peut-être investir un nouveau si une opportunité se présente. L'investissement immobilier n'est pas facile, comme on l'a dit. Il y a beaucoup de responsabilités à gérer, mais ça peut devenir quelque chose d'intéressant, principalement sur du long terme. Car on ne paye pas le crédit si on a bien préparé en amont le plan de financement, bien sûr, et les revenus que l'on va obtenir. Que l'on réinvestit tout ça, c'est que du positif. Mais sur 25 ans, probablement que ce bien sera payé entièrement. Et majoritairement, je pense que plus de 80% par les loyers obtenus. Donc on passe maintenant, comme on a vu le pilier de l'investissement immobilier, on passe maintenant à l'investissement entrepreneurial avec le side business. Et là, dans cette étape-là, tu passes à la vitesse supérieure. Normalement, quand vous vous lancez là-dedans, c'est que vous maîtrisez déjà votre budget, l'investissement en bourse et en immobilier. Vous gérez déjà votre capacité d'emprunt au niveau de la banque pour continuer à investir dans l'immobilier, par exemple. Mais le problème, c'est qu'à ce niveau-là, il va peut-être nous manquer de moyens pour atteindre la liberté financière. Peut-être qu'il va nous manquer 500, 1000 ou 2000 euros de plus pour y arriver. Eh bien, ce que l'on peut faire à ce niveau-là, c'est lancer notre propre entreprise à côté de notre travail. Et l'auteur nous dit qu'au moment où il écrit ce livre, il a plusieurs entreprises, lui. Il possède déjà des entreprises qui génèrent plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires par an, ce qui est énorme. Mais attention, puisqu'il nous dit qu'il ne faut pas se tromper entre le choix d'un side business et un side job. Alors on va faire la différence entre les deux. Le side job, il dit que c'est un second travail, parce qu'on va échanger notre temps contre de l'argent, et si tu arrêtes ce travail, l'argent s'arrête. Cela te prend du temps actif. Exemple, si tu fais des livraisons ou si tu fais du freelancing, tu donnes des cours, des formations en présentiel, eh bien, tu n'as pas d'effet de levier. Dans le cas du side job, tu n'as pas d'indépendance puisque tu échanges ton temps contre de l'argent. Et c'est impossible d'atteindre 1 million de chiffre d'affaires parce que tout ça dépend de ton temps et tu ne peux pas travailler plus de 24 heures dans une journée. En fait, c'est comme avoir un second travail et pas un business automatisé. Et le side business à côté, c'est quoi ? Eh bien, c'est un système qui travaille pour toi. Tu vas construire donc quelque chose qui peut fonctionner sans toi. Tu vas mettre en place un levier, de l'automatisation, du marketing, des équipes, des produits digitaux, des abonnements, qui va te permettre de ne plus vendre ton temps contre de l'argent, mais ton temps contre un résultat. L'entreprise peut continuer à tourner pendant que tu dors et tes revenus peuvent augmenter sans augmenter ton temps de travail. C'est ce qui peut mener à un chiffre d'affaires élevé, comme
ce que Victor possède aujourd'hui. Un vrai business, c'est construire une machine qui génère des revenus. Alors pourquoi l'auteur insiste autant sur cette différence ? Parce que la majorité des gens pensent lancer un business, mais en réalité, ils créent juste un side job déguisé. Parce que le side job, il va te donner un complément de revenus, mais jamais la liberté. Alors qu'un side business, lui, il va te donner une croissance potentielle énorme, la possibilité de multiplier tes revenus et avoir de la liberté du temps. Alors comment trouver une idée de side business ? Comment savoir aussi si notre idée est la bonne ? On va se poser ici quelques questions. La première question, qu'est-ce qu'on va vendre ? Ensuite, qui va acheter notre produit ou service ? Quelle est la valeur que l'on va générer pour notre client ? À quel prix on va vendre notre produit ? Comment on va se faire payer ? Comment on va se faire connaître ? Et comment on va encourager les recommandations pour venir chez nous ? Quand on va lancer notre side business, on va être confronté rapidement à des problèmes. Et notamment 2 facteurs limitants que nous donne Victor ici, c'est notre temps et notre énergie. Et on va se poser encore quelques questions, encore des questions, beaucoup de questions, mais c'est pertinent de travailler sur ces questions et je vous invite à le faire. La première question, c'est combien d'heures avons-nous à disposition pour y consacrer du temps ? Combien de temps aurons-nous pour lancer ce projet ? À quel projet souhaitons-nous passer du temps ? Quel sera notre retour sur investissement sur ce projet ? Et est-ce que l'on a surtout l'énergie suffisante pour passer du temps pour réaliser ce projet ? Et ces questions sont importantes et nous permettront de comprendre qu'il nous faut vraiment aller à l'essentiel, qu'il ne faut pas perdre du temps, qu'il faut automatiser au maximum les processus et déléguer les tâches qui peuvent l'être. Parce que tout ça, ça demande du temps, de l'énergie, et nous n'avons pas de temps à perdre sur les choses qui n'ont pas vraiment d'importance. Je ne sais pas si tu me comprends ici, mais on va être confronté aussi à des erreurs, à des murs, et nous devrons apprendre à les surmonter, surtout au début, dans la phase de démarrage. Selon une étude en plus, 50% des entreprises disparaissent au bout des 3 premières années et 80% des entreprises disparaissent avant 5 ans. Seulement 5% des entreprises survivent au-delà des 10 ans. Et surtout, moins de 1% des entreprises atteignent un niveau réellement significatif. Donc on doit faire attention à nos ambitions et viser un side business intelligent qui fonctionne sans nous. Mais surtout, il faut se protéger avec de l'épargne, diversifier nos revenus, bourse, immobilier par exemple, ne pas dépendre des plateformes diverses, mais avoir un side business autonome. C'est pour ça que l'étape du side business arrive en dernier, parce qu'il faut se sécuriser avant. Et ce qui pourrait être intéressant pour toi de faire, c'est de ne pas te lancer seul et d'être accompagné. Il y a des sociétés qui peuvent t'aider, des emprunts pour démarrer, des coachs, des mentors pour t'accompagner. Cela peut avoir des coûts au départ, bien sûr, mais cela peut t'éviter de faire les erreurs qui te situeraient dans les 80% d'entreprises qui font faillite. Il existe bien sûr d'autres organismes qui peuvent t'aider, mais je ne vais pas les détailler ici parce qu'il y en a tellement. Il y a par exemple l'aide à la création d'entreprises et les aides pour les startups, mais je te conseille tout de même de te lancer seul pour optimiser tes revenus potentiels. Mais avoir à côté quand même des conseillers financiers, des gestionnaires de patrimoine disponibles, ou alors tu peux engager aussi un coach éventuellement pour les choix que tu auras à faire pour éviter ces risques et ces erreurs dès le départ. Allez, on passe maintenant à la dernière étape de ce livre, le dernier chapitre. C'est les règles d'or pour continuer à avancer et prendre du recul. Et là, on va lister les grands principes qui vont te guider pour réussir, avec des règles concrètes. La règle numéro 1, c'est « on peut réussir sans facilité ». Alors, on se souvient tous, quand on était à l'école, de notre camarade de classe qui lisait mieux que les autres, qui sans effort avait les meilleurs résultats de la classe. Il avait toujours des 20 sur 20. On ne savait pas comment il faisait. Alors que toi, tu n'y arrivais pas. Tu avais l'impression que tu devais travailler énormément plus que les autres pour avoir des résultats. Et c'était très dur pour toi d'avoir des résultats.
Et pour lui, c'était facile. Et dans ce livre, la règle qu'il nous propose Victor, c'est que même si tu ne crois pas avoir de talent inné, de facilité comme tes anciens camarades de classe, en fait, le talent ici, c'est de travailler plus, d'investir plus, de se donner plus à la tâche que n'importe qui d'autre. Pour réussir, il n'y a pas de secret. Il faut qu'on travaille plus. Comme on l'a vu dans le livre Atteindre l'excellence de Robert Greene, qu'on a résumé ici. D'ailleurs, je t'invite à aller l'écouter après celui-ci. Pour devenir expert en fait sur un domaine, on a vu qu'il fallait passer plus de 10 000 heures de travail dessus. Et pourtant, si vous travaillez de la même manière pendant 10 000 heures sans réellement chercher à s'améliorer, eh bien, on n'améliorera pas notre résultat. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on sera toujours au même niveau. On aura travaillé 10 000 heures, oui, mais sans s'améliorer. Donc, on n'aura pas de meilleurs résultats. Donc, la règle numéro 1, c'est même si on n'a pas de facilité, on doit travailler plus pour devenir expert. Mais tout en cherchant à s'améliorer, en améliorant nos compétences et en se challengeant tous les jours, en cherchant les meilleures manières de travailler pour devenir le meilleur dans notre domaine. Maintenant, on passe à la règle numéro 2. Pour continuer à avancer et progresser, on doit se libérer de notre famille. Et qu'est-ce que ça veut dire ici ? Notre famille, elle nous apporte beaucoup d'éléments positifs. Mais notre famille a aussi des croyances et des craintes, des peurs. Et pour avancer vers la liberté financière, les membres de notre famille vont identifier ce que nous faisons comme quelque chose d'insensé, de dangereux, voire même d'impossible à réaliser. Ils vont te dire que tu es fou parce que tu sacrifies toute ta vie. Ils vont te dire pour obtenir la liberté financière. Ils vont donner leur avis de manière négative parfois. Non pas parce qu'ils n'aiment pas ce que tu fais, non pas par malveillance, au contraire, seulement pour nous aider, entre guillemets, pour notre bien. Mais c'est simplement parce qu'ils ne connaissent pas du tout ce que nous faisons. Ils n'ont jamais essayé de faire ce que nous sommes en train de faire. Et tout ça, c'est hérité de leurs croyances. Ce que nous faisons en allant vers la liberté financière, c'est briser nos croyances limitantes et se donner un avenir plein de sens. Alors se libérer de sa famille ne signifie pas couper les ponts, couper les liens, mais se détacher des croyances limitantes qu'on hérite de notre famille. Parce que beaucoup de familles transmettent inconsciemment des peurs liées à l'argent. Par exemple, on te dit souvent l'investissement c'est risqué, les riches sont malhonnêtes, un CDI c'est la seule sécurité, tu es tranquille, tu n'as pas de stress. Mais si on adopte ces schémas mentaux sans les questionner, alors on limite notre potentiel. Alors cette règle, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit qu'il est essentiel de construire notre propre vision financière, même si elle diffère de celle de notre entourage. La liberté financière demande parfois d'accepter l'incompréhension de notre entourage. Notre responsabilité, c'est donc de créer notre propre trajectoire et de montrer l'exemple en réussissant ce que vous entreprenez. La troisième règle maintenant, c'est se libérer de ses amis. Le cercle social aussi influence fortement nos standards de vie et nos décisions financières. Parce que si notre entourage préfère la consommation immédiate, acheter une voiture neuve, sortir tous les week-ends, à manger au resto tous les jours, avoir un statut social élevé, eh bien alors, on risque d'adopter les mêmes habitudes que notre entourage. Et ça, c'est pas bon. La pression sociale va nous pousser souvent à dépenser pour rester dans le même groupe social. On doit se libérer donc de ses amis, mais ça ne signifie pas se séparer d'eux. Ça signifie de refuser la comparaison permanente avec eux et de faire la même chose qu'eux. S'ils dépensent, nous, on ne va pas dépenser. Il ne s'agit pas d'abandonner nos amis, mais de choisir consciemment notre cercle d'influence. Et pour ce faire, on va chercher des personnes ambitieuses, orientées vers la croissance, vers la liberté financière telle que nous, on est en train de le faire, plutôt que les personnes qui ne veulent pas progresser et qui ne nous aideront pas sur le chemin de la réussite. La règle suivante, c'est se focaliser sur l'essentiel. L'essentiel pour atteindre la liberté financière,
L'indépendance financière, c'est simple. Augmenter nos revenus, maîtriser nos dépenses et investir intelligemment. Tout le reste, eh bien, j'ai envie de te dire que c'est secondaire. Beaucoup se dispersent leur énergie dans des détails sans impact réel pour leur vie. On doit se concentrer, c'est-à-dire prioriser les actions à fort levier, par exemple développer des compétences rentables pour notre business, créer des sources de revenus supplémentaires, investir régulièrement en bourse. On va également éviter la surcharge d'informations inutiles. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations, par exemple les vidéos, les journaux, les informations en tout genre. Tout ça, on va l'éviter. On va donc se focaliser sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi ? C'est qu'est-ce que je dois faire maintenant qui me permet de me rapprocher un peu plus de la liberté financière. C'est ça l'essentiel. Ensuite, on va passer à l'action, tester, améliorer et rester clair sur ce que l'on doit faire. Et on ne doit pas se disperser, on ne doit pas se dévier de notre objectif. Parce que la clarté et la constance sur le long terme, c'est la clé pour le chemin vers la progression et la liberté financière. La règle suivante que nous propose Victor Lora ici, c'est être exigeant avec nous-mêmes. La liberté financière ne repose pas sur la motivation qui nous arrive de temps en temps, mais sur la discipline quotidienne. On doit être exigeant avec nous-mêmes. Et ça signifie respecter ses engagements, tenir ses objectifs et maintenir les standards que l'on a fixés, même quand l'enthousiasme est en baisse. Cela impacte donc de développer des compétences à forte valeur, la vente, l'investissement, négociation, gestion. On est responsable de nos résultats ici, dans cette règle. Plus notre niveau d'exigence est élevé, plus nos performances vont augmenter. Et donc, il faut que l'on soit clair là-dessus. Être exigeant, c'est maîtriser l'autodiscipline. Et l'autodiscipline, c'est la clé pour créer notre liberté. Il reste encore 2 règles, donc la règle 7 et la règle 8. La règle 7, c'est penser positif, mais agir. La pensée positive, c'est bien, mais ça ne transforme rien. Visualiser la réussite, c'est utile, bien sûr, mais sans action concrète, sans passage à l'action, ça reste une illusion. Rien ne se passe à ce niveau-là. On ne bouge pas, on visualise. On pense que c'est faisable. Alors, il faut passer à l'action rapidement. Investir, entreprendre, apprendre, tester. L'action imparfaite vaut mieux que l'inaction parfaite. Chaque décision que l'on va prendre va renforcer notre confiance et notre expérience. Donc, on va penser à l'action tous les jours. Et si tu as envie de progresser, eh bien, tu dois marcher, tu dois avancer, travailler. La progression vient du mouvement, pas de la réflexion excessive. La dernière règle que nous propose Victor Lora pour continuer à progresser, c'est qu'on doit faire attention à notre schéma mental. Parce que notre réalité financière va refléter nos croyances. Si on pense que l'argent est rare et difficile à avoir, inaccessible, alors nos décisions feront de même, confirmeront cette vision que l'on a. C'est-à-dire qu'on n'avancera pas, on ne gagnera pas plus d'argent si on pense que c'est difficile d'en avoir. Par contre, au contraire, si tu changes de schéma mental, cela signifie que tu vas adopter une posture de responsabilité et d'abondance. Au lieu de blâmer l'économie, par exemple, le système, la guerre ou tout ce qui se passe autour, concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Qu'est-ce que tu peux contrôler ? Eh bien, c'est ta mentalité d'investisseur. Penser long terme, avoir de la patience, stratégie, passer à l'action. Parce que ta transformation financière va commencer dans ton esprit, avant de se matérialiser et d'apparaître sur ton compte bancaire. On est arrivé donc du coup à la fin du résumé du livre d'aujourd'hui et on a vu pas mal de choses. 7 étapes pour atteindre la liberté financière et 7 règles pour continuer à progresser sur notre chemin. Les 7 étapes qu'on a vues, ce sont les suivantes. Se remettre en question, c'est la première étape. Suis-je à l'endroit où je veux être ? Est-ce que mon travail a du sens pour moi ? Est-ce que mes choix actuels me rapprochent-ils de la vie que je veux ou m'en éloignent ? Cette étape, en fait, ça va créer le déclic. On va se remettre en question. Ici, il ne se passe pas grand-chose, mais on va se remettre en question sur notre vie. La deuxième étape, c'est qu'on va commencer à voir plus loin. On va visualiser notre futur. Qui je veux devenir plus tard ? Quel style de vie je veux avoir ? Ou combien cette vie,
va me coûter en termes de temps et d'argent. On va transformer notre rêve en objectif concret. La troisième étape que l'on a vue, c'est construire un plan avec la règle des 4% du mouvement FIRE. Donc on a calculé ici nos dépenses annuelles et on a multiplié par 25 nos dépenses annuelles pour utiliser la règle des 4%. L'exemple que l'on a vu, c'est 3 000 euros par mois, 36 000 euros donc par an. Sur 25 ans, ça fait 900 000 euros. Et on a dit qu'on devait obtenir ces 900 000 euros, investir ces 900 000 euros pour obtenir 7%, et ce qui est bien au-delà de ce qu'on touche aujourd'hui mensuellement. La quatrième étape, c'était consommer moins, c'est épargner plus. Avec la frugalité et les règles d'or de la frugalité, c'était se payer en premier, avoir une vision claire de son budget. Chaque euro doit avoir une fonction, ne doit pas être jeté par la fenêtre. La troisième règle, c'était devenir minimaliste, avec 3 règles pour devenir minimaliste. Si tu achètes, tu remplaces. Si tu remplaces, tu vends. Si tu achètes quelque chose, tu privilégies l'occasion ou l'éco-responsable. La quatrième étape, c'était éviter de consommer plus. Ne pas augmenter notre niveau de vie quand les revenus augmentent. Cinquième règle, c'était la méthode des 5 cadeaux, avec identifier donc les 5 vrais besoins de nos proches pour éviter d'achats inutiles. Et on doit surtout tout planifier. Dans la stratégie pour consommer moins, c'est épargner plus. On doit planifier notre budget, planifier les dépenses futures. La cinquième étape vers la retraite anticipée, c'est investir en bourse. Comprendre ici que les bases des marchés, comprendre les principes actions et intérêts, et on doit investir régulièrement sur le long terme. C'est un pilier indispensable pour faire travailler notre argent. L'étape 6, c'était investir en immobilier. Donc on a vu qu'on doit créer des revenus locatifs pour générer du cash flow et accélérer notre effet de levier pour investir ce cash flow dans la bourse. Parce que l'immobilier, en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'il permet de construire un patrimoine sur le long terme et qui peut être financé par la banque et remboursé par les locataires si on gère bien notre plan financier. La 7e étape, c'était créer un side business, donc lancer une activité complémentaire, automatiser progressivement pour générer des revenus supplémentaires et les réinvestir en bourse aussi. On se disait aussi qu'il faut être accompagné par des mentors, des coachs, parce que ils sont experts et on a besoin d'aide pour commencer au départ et pour éviter les potentielles erreurs majeures. Le side business va accélérer la capacité d'investir et offre plus de contrôle sur nos revenus. Et enfin, on a terminé par 8 règles d'or pour continuer à investir. Les 8 règles d'or sont les suivantes. La première, c'était le travail, c'est notre nouveau talent. On doit travailler plus pour s'améliorer en continu. On doit penser par soi-même. On ne doit pas laisser nos croyances héritées de notre famille nous limiter. On doit choisir notre cercle d'influence puisque nous sommes les 5 personnes avec qui on vit tous les jours. On doit aussi se focaliser sur les 3 leviers, donc augmenter nos revenus, réduire nos dépenses et investir régulièrement. On doit être discipliné. On doit passer à l'action avant tout. Il vaut mieux agir imparfaitement plutôt que de réfléchir indéfiniment. Et la 7e règle, c'était la mentalité d'investisseur. On doit prendre la responsabilité de tout ce qui se passe autour de nous et on doit être focalisé sur l'action et la stratégie long terme. Donc on a vu dans ce résumé de ce livre qui est assez dense quand même, j'ai été quand même dans les détails un peu, mais je vous invite quand même à le lire parce que c'est toujours intéressant d'avoir tous les exemples que propose Victor et surtout son background qui est assez intéressant. Qu'est-ce qu'on a vu dans ce résumé ? On a vu que pour changer nos résultats financiers, on doit changer d'abord notre façon de penser. On doit commencer par se remettre en question sur notre vie que l'on mène aujourd'hui et ce que l'on rêve vraiment accomplir. On a vu qu'on devait se poser beaucoup de questions dans ce livre et on doit aussi se rendre compte que ces questions, elles vont nous permettre de nous rendre compte que la vie est difficile et que nous ne savons pas si un jour, après nos 40 ans de travail de dur labeur, on pourra vraiment profiter de notre retraite. Ce qu'on va faire ici, c'est penser plutôt avoir une vie paisible de rêve le plus tôt possible et pas attendre nos 65 ans. Et on a vu le modèle que propose
Victor, qui est un modèle assez courant. On se rend compte que si on fait bien les choses, si on fait attention aux achats compulsifs, si on devient minimaliste, frugaliste, qu'on fait gaffe, fait attention à l'environnement, aux actions qui n'ont pas d'importance pour nous, on peut, à long terme, arriver à l'indépendance financière. Pas seulement en consommant moins, mais aussi en investissant, en faisant fructifier notre argent, en bourse, en immobilier ou dans un side business qu'on aurait automatisé. Et pour arriver à réaliser tout ça, il faut surtout être discipliné. Rigoureux, il faudra faire des sacrifices, bien sûr, mais ça en vaudra la peine, j'en suis certain. C'est ce que je fais dans ma vie, économiser, investir et investir à nouveau. Et bien sûr, je me fais plaisir à causer. Pas de démesure, mais je me fais plaisir. Bon, je ne vais pas autant à l'extrême, mais on utilise ce modèle. Même si tu n'as pas encore 1 million sur ton compte aujourd'hui, si tu penses, agis, apprends, applique ce que nous avons vu dans ce résumé aujourd'hui, comme Victor Laura l'a fait, qui est devenu financièrement libre aujourd'hui avant l'âge de 40 ans, alors, avec rigueur, discipline et persévérance, tu deviendras forcément libre financièrement, j'en suis sûr. Alors j'espère que cet épisode t'aura apporté de la valeur et je t'invite à me laisser en commentaire ce que tu en as pensé. N'hésite pas à partager ce podcast avec 3 personnes de ton entourage et à laisser un j'aime si ce résumé t'a plu. Également, tu peux laisser un commentaire sur tes expériences sur le sujet. Allez, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.